Bien, allons-y. Donc on va commencer par corriger donc les 4 exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, qui sont donc des exercices d'étude de variation, en tout cas pour les 3 premiers. Donc on va corriger ça. Alors le 88. Donc le 88, on nous demande de déterminer le maximum et le minimum de cette fonction h sur l'intervalle 0,4. Et il y avait une petite aide, on vous disait de prouver que la fonction h était strictement décroissante sur 0,4. Donc, autrement dit, de passer, pour savoir quelle était la plus grande image, hein, le maximum, c'est en fait la plus grande image sur l'intervalle 0,4. Le minimum étant la plus petite image de h sur l'intervalle 0,4. Donc pour ça, il suffit déjà de... ça va nous aider de connaître le tableau de variation, les variations de la fonction. Et on nous donne même le résultat puisqu'on nous dit que cette fonction h, elle va être strictement décroissante sur 0,4. Donc allons-y, étudions les variations de la fonction h sur 0,4. Pour ça, vous savez qu'on n'a qu'un outil en seconde pour étudier les variations, c'est la définition, et on sait qu'il faut qu'on choisisse deux nombres réels quelconques, a et b, de l'intervalle 0,4. D'accord ? Donc, on part de ces deux nombres de l'intervalle 0,4, et on sait qu'on va partir du fait que a est strictement inférieur à 0,4. On veut montrer qu'elle est strictement décroissante, donc on part de ça, et il faut absolument, même si dans cet exemple-là, ce sera peut-être pas obligatoire, mais prenez l'habitude d'écrire que puisque vous êtes sur un intervalle 0,4, que a et b sont eux-mêmes tous les deux compris entre 0 et 4. Vous verrez dans les exercices suivants, ça va vraiment nous aider. Donc il faut savoir faire ça. Donc, on part de cette hypothèse-là, et rappelez-vous, on veut savoir si H2A et H2B seront dans le même ordre que A et B, ou dans un ordre contraire. Donc en gros, l'idée c'est de savoir, est-ce qu'on va obtenir ça ou ça, entre H2A et H2B. C'est ça qui nous permettra de savoir si la fonction h est croissante ou décroissante sur l'intervalle 0,4. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part de A et B, puis on va reconstruire petit à petit cette fonction. Alors on la reconstruit avec des priorités opératoires, c'est-à-dire votre variable ici, puisque vous voulez reconstruire h de A, c'est que la variable c'est A, et ici c'est B, donc il faut reconstruire ce que c'est que h de A. On va commencer par multiplier par moins 2, et donc vous savez, donc là on met un petit donc, et le petit donc en maths, c'est ce symbole-là qui s'appelle une implication. On va commencer par multiplier tout par moins 2. Donc 0, quand je multiplie par moins 2, ça reste 0. Ici, ça va me donner moins 2a, moins 2b, et 4 fois moins 2, moins 8. Mais puisqu'on a multiplié par un nombre négatif, vous savez que ça change le sens des inégalités. C'est la règle de collège qu'on a apprise qui est la plus importante. Donc ça, première étape. Attention, j'ai déjà vu des élèves dans ce que vous m'avez renvoyé, des élèves qui ont oublié de changer l'ordre à cette étape-là. Ensuite, on doit rajouter 5. Donc, rajouter 5, vous savez que ça ne change pas l'ordre. Donc, on rajoute 5 à chacun des membres de ces inégalités. Donc, ça fait 5. Ici, ça va nous donner 5 moins 2a. Là, 5 moins 2b. Vous voyez qu'on est en train de reconstruire petit à petit. Et puis on rajoute 5 à moins 8, et donc ça donne moins 3. Ensuite, et c'est là où on va maintenant élever au cube. On doit tout élever au cube. Et puisque élever au cube, ça veut dire qu'on va utiliser ce que l'on connaît de la fonction cube. Qu'est-ce qu'on sait de la fonction cube quand on est entre moins 3 et 5, puisque là on se retrouve entre moins 3 et 5. Rappelez-vous que la fonction cube, vous connaissez sa courbe, et vous savez que c'est une fonction qui est toujours strictement croissante. Et puisque cette fonction est strictement croissante, ça signifie qu'elle est strictement croissante sur R, donc elle est strictement croissante sur moins 3, 5. Donc on peut dire est strictement croissante sur l'intervalle, alors je pourrais dire sur R, mais je peux aussi dire sur l'intervalle moins 3, 5,
parce qu'à cette étape-là, je vous rappelle que les deux nombres qu'on a ici, enfin, on est sur l'intervalle entre moins 3 et 5. Donc, puisque cette fonction cube est strictement croissante entre moins 3 et 5, vous savez que ça ne va pas changer l'ordre. Donc, on va élever tout au cube sans changer l'ordre. 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, ça fait 25. 25 fois 5, ça fait 125. Là, ça nous donne 5 moins 2a au cube. Ici, ça donne 5 moins 2b au cube. Et moins 3 au cube, c'est moins 3 multiplié par moins 3 multiplié par moins 3. Donc ça va être négatif, il y a 3 facteurs négatifs. Et 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Ça, c'est vraiment le cas. Vous avez vu que c'est la petite flèche que je mets, c'est pour indiquer que ce passage de cette ligne à cette ligne, dans ces inégalités, la justification, c'est la stricte croissance de la fonction cube. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître les variations des fonctions de référence. Puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à rajouter 7. Donc, ajouter 7, c'est pas un problème. Je vais l'effacer. Voilà. Donc, je vais rajouter 7 à chacun des membres. Et vous savez qu'en ajoutant 7, ça va donner ça va donner 125 plus 7, ça nous fait du 132. Ici, ça donne 5 moins 2a au cube plus 7, strictement supérieur à 5 moins 2b au cube plus 7, supérieur à moins 27 plus 7, c'est égal à moins 20. Et ça prouve, regardez, que h de a est strictement plus grand que h de b. Puisque h de a est strictement plus grand que h de b, eh ben ça prouve bien que la fonction, c'est à ce moment-là, on est parti de a strictement plus petit que b, et on a trouvé h de a strictement plus grand que h de b. Conclusion, h est strictement décroissante sur l'intervalle 0,4. On s'est placé sur l'intervalle 0,4 et on a trouvé ça. Ça veut dire que si je faisais son petit tableau de variation là, donc on est entre 0, alors bon, ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Donc ici on a h qui est donc strictement décroissante, comme ceci. Et donc, je vous rappelle que si on reprend la question qui était posée, c'était déterminer le maximum et le minimum de h sur 0,4. Mais vous voyez bien que ici, on peut calculer l'image de 0. En fait, l'image de 0, je vous rappelle qu'elle est déjà calculée, elle vaut 132 puisqu'on est parti de 0 et on a reconstruit. En fait, ce 132, c'est l'image de 0. Donc, vous pourriez le recalculer à côté, mais ce serait pas nécessaire. C'est l'intérêt d'être placé ici sur l'intervalle 0,4. Et l'image de 4, on a trouvé moins 20. Et donc, quand on voit ce tableau, on comprend bien que la plus grande image, c'est évidemment 132. Donc, le maximum de h sur l'intervalle 0,4 est 132. Et le minimum de h sur 0,4, c'est la plus petite image, le minimum, et vous voyez bien que la plus petite image, ce sera évidemment moins 20, puisque la fonction elle est strictement décroissante, et les images décroissent de 132 jusqu'à moins 20. Voilà. Est-ce que ça va pour cet exercice? Est-ce que vous comprenez? Alors, je vous l'avais dit, je vous avais déjà dit que ces dernières méthodes, les études de variation de manière algébrique,
C'est un peu la partie la plus difficile pour les secondes souvent dans ce chapitre-là. Hein, pourquoi? Parce qu'on travaille sur des inégalités et c'est pas quelque chose que vous faites énormément et vous avez l'habitude de travailler ces inégalités-là. Et tout en justifiant un petit peu chacun des passages. Bon, voilà pour notre exercice 88. Donc, encore une fois, dans ce que j'ai vu dans les corrections, il y avait des petits problèmes, des fois sur l'ordre hein, vous n'avez pas tous compris à quel moment on devait conserver l'ordre et inverser. On inverse l'ordre quand on multiplie par un négatif ou qu'on divise par un négatif, ou alors quand on applique une fonction décroissante. Mais sinon, quand on multiplie par un positif, qu'on divise par un positif, par un nombre positif, ou qu'on applique une fonction croissante, ça conserve l'ordre, donc on ne change pas les inégalités. Ok? Bon. On a encore le 89 et le 90 pour mettre encore en œuvre cette méthode. Alors, le 89, allons-y. Donc on a G, la fonction définie sur R par G de x égale x plus 6 au carré. Donc petit a, c'était démontrer que G de moins 6 c'est le minimum de G sur R. Autrement dit, c'est la plus petite image. Et on vous disait, petit l, le carré d'un nombre réel est positif ou nul. Le carré d'un nombre est toujours un nombre positif ou égal à 0. Or, G de x, c'est un carré. Donc là, on ne vous demande pas d'étudier les variations, puisque ce sera la question B. Pour montrer que G de moins 6 est un minimum, il fallait utiliser le fait qu'un carré, c'est toujours positif ou nul. Donc, G de x, c'est x plus 6 au carré. C'est donc un carré. Et donc, on sait que pour tout x appartenant à R, on sait que G de x va être supérieur ou égal à 0. Et vous voyez que si G de x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'image qui soit strictement négative. Donc, on cherche le minimum de la fonction. Ben, le minimum de la fonction, ça peut être 0, mais ça peut être aussi, peut-être que le 0, il est jamais atteint. Sauf que comme on nous demande de montrer que G de moins 6, c'est le minimum, eh ben on va calculer combien fait G de moins 6. G de moins 6, c'est l'image de moins 6 par la fonction G. Donc vous remplacez la variable x par moins 6, ça fait moins 6 plus 6 au carré. Moins 6 plus 6 est égal à 0. 0 au carré, ça fait 0. Et donc, G de moins 6, l'image de moins 6 par la fonction G, c'est 0. Or, toutes les autres images doivent être supérieures ou égales à 0. Ben, évidemment, avec ces deux informations-là, obligatoirement, le minimum de la fonction G c'est 0, puisque 0 est une image et qu'on ne peut pas avoir d'image plus petite que 0. C'est donc le minimum de la fonction. Peut-être qu'il y a d'autres valeurs qui rendent égal à 0. Ce ne sera pas le cas ici, mais le minimum, il peut être atteint pour plusieurs valeurs de x. Hein. Mais en tout cas, c'est la plus petite image. Donc là, on n'avait pas besoin des variations. On était dans un cas où on savait que toutes les images étaient supérieures ou égales à 0. Et comme 0 est l'image de moins 6, c'est une image, 0, et donc c'est la plus petite des images, c'est donc le minimum. Petit b, maintenant, on revient sur les questions classiques de démontrer que G est strictement décroissante sur moins l'infini moins 6, et qu'elle est strictement croissante sur moins 6 plus l'infini. Donc commençons par moins 6 moins l'infini. On étudie le sens de variation, donc c'est toujours la même méthode. On se donne deux réels A et B de l'intervalle où on veut étudier l'ensemble, où on veut étudier les variations. Moins l'infini, moins 6. Donc, allons-y. Donc, A et B sont dans cet intervalle-là, et vous savez qu'on part du fait que A va être plus petit que B, strictement plus petit que B, et puisqu'on est sur l'intervalle moins l'infini, moins 6, évidemment, on va choisir que tous les deux sont inférieurs ou égaux à moins 6. Comme ceci.
Donc ça, c'est notre hypothèse. Vous ne mettez surtout pas supérieur à moins l'infini. On n'écrit jamais moins l'infini ou plus l'infini dans une inégalité, puisque moins l'infini et plus l'infini, rappelez-vous, ce n'est pas un nombre. Donc on ne peut pas le comparer. Donc, quand on veut écrire qu'ils sont dans moins l'infini moins 6, on écrit seulement qu'ils sont inférieurs ou égaux à moins 6. Ok, donc, et on va reconstruire la fonction g. Donc on sait que pour reconstruire la fonction g, on va à la variable, on va ajouter 6 et élever au carré. Donc on commence par ajouter 6. Donc ça fait a plus 6, strictement inférieur à b plus 6, on ne change pas l'ordre, inférieur ou égal à moins 6 plus 6, 0. Donc je ne justifie pas le fait que quand on rajoute 6, attention, c'est pas un b, c'est un 6, ici il ressemble. Donc c'est 6, hein. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On élève au carré, puisqu'on veut reconstruire G de A et G de B. Et c'est là où élever au carré, pas de problème, ça fait A plus 6 au carré, ici B plus 6 au carré. Et oui, mais on a besoin de savoir si on garde le même ordre ou si on change le même ordre. Et pour ça, comme on applique la fonction carré, il faut se dire la fonction qui a x associe x au carré, qui était la fonction carré, quel est son sens de variation? Alors sur quel intervalle? C'est pas sur moins l'infini moins 6 en fait qu'on regarde. Ces deux nombres, les deux nombres, ce sont a plus 6 et b plus 6, et ils sont sur entre moins l'infini et 0. Ils sont sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc c'est sur moins l'infini 0 dont on a besoin de connaître le sens de variation de la fonction carré. Or, rappelez-vous que la fonction carré, elle est représentée par cette parabole que je vais essayer de tracer un peu mieux. C'est très difficile à tracer. Voilà. Donc ça, c'est ma fonction carré. Et regardez, sur moins l'infini 0, donc sur cette partie-là uniquement, la fonction est bien strictement décroissante. Donc on dit la fonction qui a x associe x carré est strictement décroissante sur moins l'infini 0. C'est là où je me trouve à cet endroit-là. Et donc, puisque c'est strictement décroissante, ça va changer l'ordre. Et donc, si ça change l'ordre, on va évidemment écrire ce strictement. Alors, on peut écrire supérieur ou égal à 0 si on veut, mais c'est pas l'objectif ici. En fait, après, on s'en fiche, parce que ça y est, on a reconstruit ici G de A, qui est strictement plus grand que G de B. On a démontré que si A était strictement plus petit que B, alors G de A était strictement plus grand que G de B. Ça prouve que la fonction G est strictement décroissante sur l'intervalle, et donc on est sur l'intervalle moins l'infini, moins 6. Ok? Il faut maintenant démontrer la même chose, mais enfin étudier sur l'intervalle moins 6 plus l'infini. Alors ça va être assez répétitif, il y avait peu de changements, mais on va quand même le faire. Donc soit AB appartenant cette fois à moins 6 plus l'infini, et on repart cette fois de A plus petit que B, mais ils sont tous les deux supérieurs ou égaux à moins 6. Donc on l'écrit, et ça nous sert, c'est important de l'écrire, pour savoir au moment où on va élever on va élever au carré, pour savoir donc quel est le sens de variation de la fonction carré sur l'intervalle, sur savoir sur quel intervalle on se trouve au moment où on va élever au carré. Donc je dois ajouter 6 de chaque côté, donc ça fait 0, A plus 6, B plus 6. Ce qui nous donne, en élevant au carré, puisque je vais élever au carré, je dois me poser la question, quel est le sens de variation de la fonction x carré sur cette fois les positifs? Vous voyez qu'ils sont tous les deux positifs ces deux nombres. Or je sais que la fonction carré est strictement
croissante sur 0 plus l'infini. Vous avez vu que j'ai pas écrit sur moins 6 plus l'infini, je suis supérieur ou égal à 0. Et donc, si c'est strictement croissante, ça conserve l'ordre. Alors celui-là, il n'est pas fondamental, hein, on n'est pas obligé de les réécrire si on veut. Ce qui est important ici, c'est évidemment a plus 6 au carré, qui est strictement plus petit que b plus 6 au carré. Ça, c'est g de a, strictement plus petit que g de b. Vous voyez que l'ordre entre g de a et g de b est le même que l'ordre qu'on avait entre a et b. Conclusion, la fonction g est strictement croissante, puisqu'elle a le même ordre entre les images qu'entre les abscisses, sur l'intervalle moins 6 plus l'infini. Oups. Ok, et voilà, c'était mes deux conclusions que j'encadre. Voilà. Bon, voilà pour cet exercice. Alors, vous avez remarqué quand même que faire une étude de sens de variation, c'est quand même pas évident. Il y a quand même du travail d'inégalité. Et je vous avais expliqué la dernière fois aussi que, en fait, ça marchait pas pour toutes les fonctions. Il fallait que ma fonction puisse se reconstruire comme ça petit à petit, donc que ce soit finalement une composée de plein de petites fonctions de référence. Donc, l'année prochaine, en première, vous allez voir un autre outil qui permet d'étudier de manière plus systématique les variations de fonctions. Donc on ne retravaillera pas spécialement avec ces inégalités, on aura un outil un peu plus performant, mais qui est un outil aussi qui demande une étude un peu compliquée, donc qui ne s'étudie qu'en première. Pour l'année de seconde, on ne peut étudier des variations qu'avec cette méthode-là. Voilà pour notre exercice 89. D'accord, donc hein, voilà, c'est ça qui est attendu comme petit savoir-faire pour étudier les variations des fonctions sur un intervalle. Ça va toujours? Vous tenez le coup? Bon. Alors, allons-y pour donc l'avant-dernier exercice. Le dernier exercice de ce style-là, c'était donc le numéro 90. Alors, cet exercice 90, on a une fonction, cette fois, il y a un quotient, 1 sur 4 moins x, et on nous demande de prouver que cette fonction h est strictement croissante sur cet intervalle, uniquement sur 4 plus l'infini. Donc, c'est toujours la même méthode. On se donne deux réels a et b qui appartiennent à l'intervalle 4 plus l'infini, tel que a est strictement plus petit que b. Donc on va l'écrire a strictement plus petit que b, et puis on va indiquer que ils sont dans l'intervalle 4 plus l'infini, autrement dit, ils sont strictement plus grands que 4. Voilà notre point de départ de notre raisonnement. Donc, hein, je réécris que c'est un petit donc, hein, habituez-vous à écrire ce petite implication, c'est comme un donc en mathématiques. Donc vous avez pour l'instant deux symboles qu'on a travaillés, la double flèche qui veut dire est équivalent, d'accord? On s'en sert quand on résout des équations par exemple, pour lier chaque ligne de nos équations, et puis maintenant, là, depuis quelques temps, là, on utilise cette fameuse implication qui veut dire donc, ou implique, on dit aussi implique, voilà. Ok, c'est le symbole mathématique. Donc, justement, reconstruisons la fonction h. Donc pour ça, on va commencer, on part de notre variable petit x, et donc on va commencer par soustraire, enfin pas soustraire, excusez-moi, multiplier par moins 1, c'est-à-dire passer par l'opposé. Donc, multiplier par moins 1, eh ben, on sait que ça va changer l'ordre, donc 4 fois moins 1, moins 4, a fois moins 1, moins a, b fois moins 1, moins b, et comme on multiplie par un négatif, ça inverse l'ordre. Ensuite, on doit ajouter 4,
Donc, moins 4 plus 4, 0. On obtient 4 moins a, et ici 4 moins b. Vous pourriez écrire moins a plus 4, mais autant que ça ressemble fortement à notre fonction. C'est bien, j'ai bien ajouté 4 à chacun des membres de mon inégalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour reconstruire la fonction h? On doit passer à l'inverse. On doit appliquer, composer avec la fonction inverse. Donc j'ai besoin de connaître. Donc la fonction inverse, c'est la fonction qui à x associe 1 sur x. Et donc on a besoin de connaître ces variations. Alors sur quel intervalle? Ben, regardez, les deux nombres là sont strictement plus petits que 0. Donc on a besoin de connaître ces variations sur moins l'infini 0. Donc je dois me rappeler de la courbe représentative de la fonction inverse. On a beaucoup travaillé avec cette courbe. Donc elle ressemble, c'est une hyperbole, rappelez-vous qu'elle ressemble à ça là. Et vous voyez bien qu'entre moins l'infini et 0, cette fonction est strictement décroissante, puisque la courbe descend. Donc la fonction inverse, on sait qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et puisqu'elle est strictement décroissante, ça veut dire quand on va inverser ces deux nombres-là, et ben ça va changer l'ordre. Donc ça va faire 1 sur 4 moins a, strictement plus petit que 1 sur 4 moins b. Vous voyez qu'on inverse l'ordre. Alors surtout, vous n'inversez pas 0, vous savez que 0 n'a pas d'inverse. Hein. Donc là, on laisse tomber. Mais on avait besoin de ce 0 ici pour savoir qu'on était sur l'intervalle moins l'infini 0, qu'ils étaient plus petits que 0, ces deux nombres. Ça nous donne donc h de a strictement plus petit que h de b. Et vous voyez que maintenant, vous regardez que vous aviez a inférieur à b, strictement inférieur à b, on a trouvé que h de a était strictement inférieur à h de b. Conclusion, puisque l'ordre est le même entre les images que entre les antécédents, ça signifie que la fonction h, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 4, je crois que c'était non, c'était 4 plus l'infini. Donc voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice. On vérifie bien évidemment que ça correspond à ce qu'on voulait démontrer. Prouver que h est strictement croissante sur cet intervalle. Vous remarquez aussi que l'ordre a été inversé 2 fois de suite. Donc on part de a plus petit b, il y a une première inversion d'ordre puisqu'on avait multiplié par moins 1, et il y a une deuxième inversion d'ordre puisqu'on a appliqué la fonction inverse. On est passé à l'inverse, et l'inverse change l'ordre puisque c'est une fonction décroissante. Des remarques? Ça va? Bon, donc ça va être une des dernières fois, si ce n'est dans la fiche de révision, on en refera encore un, où on met en place un peu cette méthode-là. Donc il faut vraiment revoir à mon avis, les deux dernières séances pour être à l'aise un peu sur cette méthode-là, qui est malgré tout un bon exercice de raisonnement et d'application de nos connaissances des fonctions, du travail sur les inégalités, bref. Je vous conseille vraiment d'essayer de le faire, d'essayer de bien comprendre ça. Si vous y arrivez, c'est bien en fin de seconde de bien maîtriser ça. C'est c'est de bon augure pour la suite, on va dire. Si vous avez des difficultés, il faut pas s'inquiéter. Hein, les choses elles avancent petit à petit, mais voilà, c'est un exercice important de seconde. Il nous reste l'exercice 4 qui était différent de la fiche précédente qu'on avait laissé tomber, donc j'avais donné. Alors malheureusement, j'ai vu aucun élève me l'a fait puisque les quelques élèves à qui je l'avais demandé, ils n'ont pas renvoyé l'exercice. Et là, pour le coup, c'était un peu différent. On revenait un peu à quelque chose qu'on a fait dans un autre chapitre. C'était les résolutions graphiques.
Si je suis passé un petit peu vite là sur les exercices, en tout cas si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, même si vous savez que vous pouvez revoir les vidéos derrière, n'hésitez pas quand même à me demander un petit peu plus de temps, hein. Vous êtes nombreux, voilà, il y en a sûrement qui sont un peu plus à la peine sur les prises de notes, et donc vous avez le droit de me demander. Donc, passons donc à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, on avait ici une équation, mais une équation avec une courbe. Mon équation, c'est f de x est égal à 1. Ok. Et on avait la courbe représentative d'une fonction f qui était tracée. Donc, il fallait donner l'ensemble solution. Donc là, c'est très différent. On revient à ce petit exercice-là. Donc, f de x égale 1, ça veut dire qu'on cherche les valeurs de x qui ont pour image 1 par la fonction f. Donc, les images, vous vous rappelez, elles se lisent ici, sur cet axe-là. Et petit x se lise sur l'axe des abscisses. F de x sur l'axe des ordonnées, x sur l'axe des abscisses. Donc quand on dit f de x égale 1, c'est évidemment ce 1 qui est là, le 1 de l'axe des ordonnées. Et donc on voudrait savoir quels sont les petits x qui ont pour image 1. Ben pour ça, vous vous rappelez, il suffit de tracer la droite qui passe par ce 1 là qui est horizontal, comme ça. Alors, je la fais aussi de l'autre côté, même si... Voilà. Donc, on trace et on regarde si cette droite, elle coupe notre courbe. Ben oui, elle coupe en 3 points. 1, 2 et 3. Voilà. Et donc, vous savez que les solutions de l'équation f de x égale 1, ce sont donc les antécédents de 1 par la fonction. Donc ici, on va en trouver 3. Il y a évidemment 4 qui est solution. Donc première solution, il y a le nombre 4. Ensuite ici, on peut lire une autre solution. Donc c'est environ, je sais pas, 7,5. Je ne vous demande pas d'être très précis. Et on a une troisième solution à cette équation. Cette troisième solution, c'est un petit peu plus que 14, c'est 14, on va dire 14,2. Si vous avez mis 14, c'est suffisant. Voilà les trois solutions, donc c'est juste une résolution graphique d'une petite équation, comme ça. Ok, ensuite on avait une inéquation qui était f de x inférieur ou égal à moins 2. Ça veut dire qu'on cherche toutes les valeurs de x dont les images sont inférieures ou égales à moins 2. Donc on part évidemment encore une fois de l'axe des images, l'axe des f de x. Les f de x se lisent ici, donc on compare f de x à moins 2. On parle donc de ce moins 2 qui est là. Voilà. Et donc on va regarder, ici, on va tracer la droite horizontale qui passe par moins 2, comme ceci. Et on va regarder déjà les points d'intersection. Donc on voit qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 points d'intersection avec la droite qui passe par la droite horizontale qui passe par moins 2. Nous, on veut que les images soient inférieures à moins 2. Donc rappelez-vous, ça veut dire qu'on s'intéresse aux images qui sont en dessous de moins 2, donc la partie que j'assure ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la partie de la courbe dont les ordonnées sont dans cet ensemble-là. Et donc, si je le trace par exemple en vert, là, on voit qu'il y a évidemment toute cette petite partie-là. Ensuite, il y a cette partie de la courbe là qui est inférieure, dont les ordonnées sont inférieures à moins 2. Et puis cette petite partie-là. Et voilà. Et donc, si vous voulez avoir l'ensemble solution, il va falloir aller regarder les abscisses des points de la courbe qui sont hachurés en vert. Et donc, les solutions, les valeurs de x, vous allez les trouver ici, c'est-à-dire entre... Oh pardon, je suis pas du tout sur mon axe d'abscisse. Hop, on efface. Donc, on va les trouver... hop. Il me manque... Je refais ici mes petites parties là hachurées là qui étaient disparues.
Voilà, et je repasse en rouge pour assurer les solutions. Donc, les abscisses de ces parties-là, ben, vous voyez que on a toutes ces valeurs-là, donc jusqu'à ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est à peu près, allez, on va dire moins 4,6. Donc, notre ensemble solution, ici, déjà, ça va être entre moins l'infini et moins 4,6. Donc on va prendre comme valeur puisque on a du inférieur ou égal à moins 2. Ensuite, on va repartir donc de cette valeur-là jusqu'à celle-ci. Donc là, c'est à peu près, c'est environ, on peut dire environ moins 3. Et ici, c'est environ du 2,4. Donc on va réunir avec l'intervalle moins 3, 2,4. Voilà. Et enfin, on a cette valeur-là qui est à peu près, allez, on va dire 8,7 jusqu'à celle-ci qui est environ du 13,8 et donc cette petite valeur-là. J'ai oublié d'assurer ici entre les deux. D'accord ? Ce qui nous donne entre l'intervalle 8,7, 13,8. Donc l'ensemble solution, c'est la réunion de ces trois intervalles, hein, c'est-à-dire que pour que f de x soit inférieur à moins 2, pour que f de x soit inférieur ou égal à moins 2, il suffit que x soit entre moins l'infini et moins 4,6, ou entre moins 3 et 2,4, ou entre 8,7 et 13,8. D'accord ? Donc c'est vraiment de la lecture graphique de solutions à partir de la courbe. Donc ça doit vous rappeler quand même quelques souvenirs qu'on avait fait sur, en particulier au moment des fonctions de référence, mais on travaillait plus particulièrement sur les courbes des fonctions de référence. Là, on est sur la courbe d'une fonction quelconque. f de x égale g de x. Alors cette fois, on a deux courbes. On a la courbe ici, là, qui représente la fonction f, et puis cette droite qui représente une fonction g, donc une fonction affine. Et on s'intéresse à l'équation f de x égale g de x. Autrement dit, pour quelle valeur de x l'image par la fonction f est égale à l'image par la fonction g. Ça, vous savez qu'il suffit de trouver les points d'intersection des deux courbes, et là on en a 3, et les solutions, ce seront donc les abscisses des points d'intersection. Donc on trouve à peu près moins 6,2, ici on a à peu près la valeur 1, et puis là à peu près la valeur 9. Voilà. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble, donc entre accolades, contenant les valeurs moins 6,2, 1, 9. Voilà notre subsolution. Ok, donc l'égalité de deux fonctions, graphiquement, on trouve ce sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes. On termine par la par la dernière inéquation qui est f de x inférieur ou égal à g de x. Alors là, on s'intéresse finalement à savoir quand est-ce que les images de x par la fonction f sont inférieures aux images de x par la fonction g. Et vous savez qu'il suffit de finalement regarder les positions relatives des deux courbes. Autrement dit, l'une par rapport à l'autre. Si les images de f sont inférieures aux images, si les images par la fonction f sont inférieures aux images par la fonction g, ça signifie que la portion de courbe qui représente f doit être en dessous de la portion de courbe de la fonction g. Donc on regarde graphiquement quand est-ce que la courbe CF est en dessous de la courbe CG. Et donc, on voit rapidement que on a cette petite partie-là. Ah, c'est pas du tout les bons outils, je change. Donc, on trouve donc... Ah, pardon. Hop. Alors, c'est
la courbe CF est en dessous, bah, ici, là. Voilà. Voilà la partie en dessous. Et aussi cette partie-là, qui est en dessous de la droite. Et donc, attention, c'est l'ensemble solution qui nous intéresse. Et donc, l'ensemble solution, ce sont les abscisses. Donc, les abscisses, bah, il faut évidemment aller sur l'axe des abscisses. Hein. Et donc, on va avoir cet ensemble-là jusqu'à à peu près cette valeur. Donc, ici, on est à moins 6,2. Et puis ici, on avait dit que c'était à peu près 1. Et là, on est, puisque c'est la même courbe, entre 9 et puis jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, notre ensemble, il est là. Donc, l'ensemble solution, c'est moins 6,2, 1. Alors, si vous n'avez pas mis 1 ou 0,9, bref, c'est pas d'une précision. La précision n'est pas très importante ici. Hein. C'est la méthode qui nous intéresse. Donc, l'ensemble solution, c'est la réunion de ces deux intervalles. Voilà. Bon, voilà pour cet exercice 4 là qui va changer un petit peu par rapport à tout ce qu'on avait fait évidemment et refait depuis ces derniers temps où c'était plus algébrique, plus calculatoire, mais ça méritait quand même de le corriger. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pour le chapitre, c'est terminé. On a vu toutes les notions, mais je tenais quand même, puisque c'était un chapitre assez long et assez conséquent, où il y a beaucoup de choses, je tenais quand même à ce qu'on fasse une fiche de révision qui révise tous les petits savoir-faire de ce chapitre. Donc ça va être la dernière chose qu'on va faire. Je vais vous la montrer, donc cette fiche, et je vous l'enverrai à l'issue, juste à la fin du cours. Vous allez la recevoir par mail, puisque ça contient les exercices qui sont à faire pour mercredi. Donc voilà, je l'ai appelé résumé des exercices importants du chapitre. Le chapitre étant études graphiques et algébriques de fonctions. Bon, il y a en fait on a exactement, pour moi, 8 savoir-faire importants qu'on a vus dans ce chapitre. Alors, on va en parler là. Donc là, c'est pas la peine de noter puisque je vous la recevais après. Premier savoir-faire, démontrer qu'une fonction est paire ou impaire et connaître les conséquences graphiques. Donc, je vous ai pas réécrit les méthodes. Les méthodes, elles sont dans le cours, il faudra aller les revoir, hein, c'est important. Donc ici, je vous redonne une petite fonction, et vous devez étudier la parité de la fonction, c'est-à-dire me dire si cette fonction, elle est paire ou si elle est impaire. D'accord? Elle est définie sur R privé de moins 3, 0, 3. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a ici 3 valeurs interdites, c'est les 3 valeurs qui annulent le dénominateur. Donc, je vous demande pas de les trouver, je vous les ai données. Donc vous connaissez l'ensemble de définition de la fonction. Est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire? Rappelez-vous qu'il faut calculer l'image de moins x et regarder si on trouve que ça vaut toujours f de x ou si ça vaut toujours moins f de x. Si on arrive à montrer que ça vaut toujours f de x, c'est que la fonction est paire. Et si ça donne moins f de x, c'est que la fonction est impaire. Donc, et on ne le fait pas pour une valeur, on le fait pour n'importe quelle valeur de x, ça doit marcher. Donc, mais n'oubliez pas qu'il y aura une première étape à vérifier, c'est que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0, c'est important. Bon, il est donné l'ensemble là, c'est pas dur de vérifier que c'est bien un ensemble symétrique par rapport à 0. Quelle est la conséquence graphique? Si elle est paire, vous devez en déduire quelque chose graphiquement, revoyez votre cours, si elle est impaire, on trouve autre chose. Ok? Ensuite, deuxième savoir-faire, l'étude graphique du signe d'une fonction. Et on résumera l'étude dans un tableau de signes. Donc, on dit faire un tableau de signes, mais à partir de la représentation graphique. Donc, dans cet exercice, vous avez une courbe qui représente une fonction g qui est définie entre moins 4,5 et 5,5. Et vous devez me faire son tableau de signes. Donc, rappelez-vous, il suffit de regarder quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, quand est-ce qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc là, il n'y a pas de justification à apporter, si ce n'est de faire son tableau. Exercice 3.
Connaissance des tableaux de signes des fonctions de référence. Sans regarder votre cours, dressez les tableaux de signes des fonctions carré, cube, inverse, racine et affine. Donc là, voilà ce que vous devez faire dans cet exercice. Vous essayez de me refaire tous les tableaux de signes de ces fonctions-là. Et puis après, voilà, vous pouvez vérifier avec votre cours si vous voulez. Mais essayez de le faire. Ça veut dire qu'il y a, dans les savoir-faire, il y a une partie connaissance. Il n'y a pas grand-chose à connaître si ce n'est les signes. Mais encore une fois, moi je vous déconseille de les apprendre par cœur. Je vous conseille de connaître par cœur les courbes représentatives uniquement, et à partir des courbes, refaire les tableaux de signes. Savoir-faire numéro 4, étude algébrique du signe d'une fonction, et de résumer dans un tableau de signes. Et donc, là on a une fonction dont on connaît son expression, elle est définie sur R privé de moins 4, et il faut faire son tableau de signes. Alors rappelez-vous, pour faire le tableau de signes d'une fonction comme ça, il suffit, si elle a une forme adaptée, ce qui est le cas ici, il suffit d'étudier le signe de chacune des petites fonctions. Donc là on a deux fonctions affines et puis une fonction cube, et de faire un grand tableau de signes avec une ligne pour chacune des fonctions de référence et une ligne pour la fonction complète où on va utiliser la règle des signes. Donc ça c'est un savoir-faire, c'est presque je dirais le plus important de toute la liste, parce que c'est ce qui va vous servir le plus en première. Savoir faire un tableau de signes comme ça d'une fonction. Alors on avait vu des exemples où ça passait par des factorisations, des choses comme ça, hein, n'oubliez pas. Mais là, c'est déjà sous une forme adaptée, donc il n'y aura pas besoin de factoriser dans ce cas-là. Savoir-faire numéro 5, faire une résolution algébrique d'une inéquation à l'aide d'un tableau de signes. Donc là, vous avez une inéquation et on vous demande de résoudre algébriquement cette inéquation par le calcul à l'aide d'un tableau de signes. Mais surtout, regardez cette expression, vous ne pouvez pas tout de suite faire un tableau de signes. Pourquoi? Parce que il faut d'abord factoriser votre expression, puisque le tableau de signes s'appuie sur la règle des signes, autrement dit, il faut que l'expression soit sous la forme d'un produit. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est une différence. Donc vous devez d'abord faire une factorisation, on a fait des exemples, revoyez-les dans votre cours, et ensuite, une fois que vous avez factorisé, que vous avez bien réduit le deuxième facteur, vous pouvez faire votre tableau de signes. Pour faire le tableau de signes de cette expression, et une fois que vous aurez fini votre tableau de signes, à la toute fin, vous pourrez donner l'ensemble solution de l'inéquation en regardant les bonnes informations dans votre tableau. Ok? Donc le savoir-faire numéro 4 et numéro 5 sont évidemment très proches, puisque les deux vont passer par un tableau de signes, mais dans le savoir-faire numéro 5, il y a un petit peu plus de travail, puisqu'on commence par factoriser, on fait le tableau de signes, et on écrit l'ensemble solution. Il y a 3 étapes en fait dans cet exercice 5. Exercice 6. Donc savoir-faire numéro 6, étude graphique des variations d'une fonction, résumée dans un tableau de variation. Donc là, c'est le tableau de variation, c'est les variations croissance-décroissance. Croissance-décroissance, c'est la dernière chose qu'on a faite, mais vous devez me le faire graphiquement, donc il n'y a pas de justification à apporter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder sur quel intervalle, on regarde de gauche à droite, hein, et sur quel intervalle la fonction est décroissante, sur quel intervalle la fonction est croissante, et même sur quel intervalle la fonction est constante. D'accord? Donc vous allez avoir un tableau avec des flèches qui montent, qui descendent, et pourquoi pas des flèches horizontales. Ça, c'est pas très difficile. Exercice 7, c'est de la connaissance. Connaissance des tableaux de variation des fonctions de référence. Même chose, sans regarder votre cours, dressez les tableaux de variation des fonctions carré, cube, inverse, racine et affine. Et vous le vérifiez après avec vos tableaux, mais là, encore une fois, n'apprenez pas les tableaux par cœur, ils sont dans la partie cours, mais c'est à partir des courbes représentatives que vous êtes capable de compléter les tableaux de variation, avec des flèches qui montent, qui descendent. Dernier savoir, donc hein, ça je vous ai dit, c'est un chapitre qui est très important. Dernier savoir-faire de ce chapitre, c'est ce qu'on a fait à la fin, étude algébrique des variations d'une fonction à l'aide des définitions de fonctions. Je voulais dire à l'aide des définitions des fonctions croissantes ou décroissantes. J'ai oublié la fin du titre. Et donc c'est ce qu'on a fait, ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui.
Là, vous avez une petite fonction qui s'appelle la fonction m, qui est définie entre -5/2 et plus l'infini, et on veut savoir si cette fonction elle est croissante ou décroissante sur cet intervalle. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Choisir a et b quelconque de cet intervalle, tel que a est strictement plus petit que b, et reconstruire petit à petit m de a et m de b pour savoir si on obtient le même ordre ou si on obtient un ordre contraire. En gros, tout ce qu'on a corrigé dans les exercices vendredi mercredi dernier et aujourd'hui. D'accord? Bon, on va s'arrêter là. Vous voyez, aujourd'hui, on avait les derniers exercices à corriger, et maintenant, il y a du travail à faire pour mercredi. Je vous laisserai tranquille là pour cette fin de semaine, et la semaine prochaine, on commencera le nouveau chapitre. Alors ce sera un chapitre plus facile, puisque ce sera un chapitre de statistiques. Donc on aura besoin des calculatrices, et ce sera un chapitre clairement moins technique que ce chapitre-là, et qui servira encore une fois à tout le monde, puisque la partie statistique est vraiment importante, et c'est vraiment une branche des mathématiques qui va être aussi importante pour comprendre pas mal de notions, en particulier de la vie de tous les jours, en tout cas toutes les parties où il y a des études statistiques, des diagrammes, des graphiques, des choses comme ça, des moyennes, des médianes, enfin tout ce qui est important. Alors on reprendra des notions que vous avez vues un peu au collège, et puis on ira un petit peu plus loin, on va rajouter des nouvelles notions. Bref, donc vous écrivez votre travail, c'est-à-dire pour mercredi. Alors on sera le 6 mai. Donc attention, c'est du travail que vous avez à faire. Certains auront à me renvoyer un exercice d'ici demain soir, au plus tard demain soir. Donc voilà, vous n'attendez pas le dernier moment pour me les envoyer. Ok? Donc pour mercredi 6 mai, donc vous avez ces 8 exercices, donc faire fiche d'exercice entière, fiche d'exercice, on va l'appeler résumé. Ok, donc je vous l'envoie, voilà, d'ici 10 minutes, vous l'aurez dans votre mail. Donc c'est pas une obligation de l'imprimer, vous pouvez l'imprimer sur des imprimantes, mais vous pouvez aussi ne pas l'imprimer, faire les exercices directement sur votre cahier. J'en profite pour vous dire, là, il y a des élèves qui m'envoient des exercices tapés. Il y a des exercices pour lesquels ça se prête, mais franchement, vous embêtez pas à les taper. Il y a des symboles mathématiques que vous aurez du mal à faire, voilà, puisque vous n'avez pas les logiciels adaptés. Donc je préfère que vous les écriviez manuscrits sur votre cahier. Vous prenez une photo, vous me l'envoyez. Prenez la photo suffisamment zoomée et qu'elle soit pas floue, s'il vous plaît. C'est pour que la qualité soit suffisante pour pouvoir regarder attentivement ce que vous avez écrit. D'accord? Est-ce que vous avez des questions?